Donald Trump et son ministère de la Justice corrompu et incompétent ont perdu plus de 7000 causes de détention en matière d'immigration au cours des derniers mois. Alors que le DOJ de Trump a soit congédié, soit perdu par démission plus de 7000 avocats et hauts fonctionnaires, il a aussi perdu plus de 7000 causes d'immigration au cours des derniers mois. De plus en plus, ce que le DOJ dit aux juges et la manière dont il perd montrent qu'il n'a absolument aucun argument à présenter au tribunal et qu'il n'est même pas capable de faire entrer les faits au dossier. Il est incapable d'obtenir des affidavits des agents de l'ICE qui ont procédé à ces détentions et il est incapable de trouver des avocats qui puissent simplement travailler sur ces dossiers. Voilà pourquoi, quand on regarde certaines de ces ordonnances rendues par des juges fédéraux et les mémoires juridiques déposées, le langage est stupéfiant. Pour une opération vendue comme du contrôle de fer, il est remarquable de voir à quel point la défense officielle se résume souvent à un dossier vide et à un haussement d'épaule. Par exemple, le 23 janvier 2026, les intimés ont déposé une réponse à la requête en déclarant, je cite, « Respond, do not have an opposition argument to present » ou encore ceci. Undersigned counsel was unable to obtain documentation from respondents sufficient to provide factual support for a response to the petition. Accordingly, respondents do not oppose the court ordering petitioner to receive a bond hearing at this time. Ce qui se passe, pour être très clair, c'est que l'IC et la Gestapo de la patrouille frontalière enlèvent des gens dans la rue et les jettent dans des centres de détention qui ressemblent et donnent l'impression d'être des camps de concentration. Une fois que ces migrants, ou dans certains cas ces citoyens, réussissent à engager des avocats, ils déposent des requêtes en habeas corpus pour être libérés ou obtenir une audience sur leur mise en liberté sous caution, moment où le gouvernement, le DOJ de Donald Trump, doit déposer une réponse. Et trop souvent, cette réponse revient essentiellement à dire « Nous n'avons pas de réponse. Nous ne savons pas pourquoi nous avons enlevé cette personne. » Ou alors « Il n'y a aucune réponse du tout. » La mise en scène du dur sur tout paraît beaucoup moins impressionnante une fois rendue à l'étape où quelqu'un doit l'expliquer sous serment. Pendant ce temps, des gens sont enlevés et jetés dans des camps de concentration, avec le genre de vidéos horrifiques qu'on a vues. Mais quand ces détentions doivent réellement être plaidées devant les tribunaux, le ministère de la Justice est incapable de fournir les faits ou les déclarations au tribunal. Comme l'écrit Kyle Cheney, voici quelques exemples de dossiers dans lesquels l'ICU a détenu quelqu'un et où l'administration a refusé de défendre cette décision. Un dossier concerne une femme détenue par l'ICE en novembre. Elle a intenté une poursuite pour obtenir sa libération. L'administration n'avait pas d'opposition à présenter. Le juge Klausner a déclaré ce qui suit. It appears respondents arrested a chronically ill 70-year-old woman who came to this country to avoid religious persecution and applied for asylum, who has lived here peacefully for 26 years and complied with all check-in requirements and other conditions of release, who has no known criminal record and poses no threat to anyone, and then kept her in detention for months without sufficient medical care. And they do not have any argument to offer to even try to justify these actions. La version conférence de presse des Frontières solides perd vite de son aplomb dès qu'un juge commence à demander des faits concrets. Il y a aussi eu ce dossier du 26 janvier, lorsque la juge Ko, nommée par Biden, a ordonné la libération d'un autre ressortissant iranien qui avait fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion après une condamnation liée à la drogue en 2018, mais dont l'expulsion vers l'Iran n'avait pas pu être organisée. L'IC détenait cet homme depuis juin dernier, sans avoir réussi à l'expulser depuis. L'homme a donc intenté une poursuite pour obtenir sa libération en janvier. La réponse de l'administration Trump a été « At this time, respondents do not have an opposition argument to present ». Une semaine plus tard, pour la même raison, Ko a aussi ordonné la libération d'un homme né en Union soviétique qui avait été expulsable vers la Russie depuis 2005 après une condamnation, mais dont l'expulsion n'avait pas pu être organisée. Puis, le 27 janvier, la juge Dolly G, nommée par Obama, a ordonné la libération d'un homme afghan qui était détenu depuis 1 an, pendant que l'administration n'arrivait pas à obtenir son expulsion vers le pays taliban, ni vers un autre pays tiers. Encore une fois, l'administration n'avait, je cite, « no opposition argument » à présenter contre sa remise en liberté. Le 17 février,
un juge a ordonné la libération d'un homme vietnamien atteint de schizophrénie paranoïde qui avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion après une condamnation pour cambriolage en 2000, mais dont l'expulsion ne pouvait pas être exécutée à cause de la réticence de longue date du Vietnam à rapatrier certains types de ressortissants. Et surtout dans le cas des demandeurs d'asile iraniens, s'ils étaient renvoyés en Iran en ce moment, ils seraient clairement exécutés sur le champ. On parle aussi beaucoup trop peu de ce qui arrive quand Donald Trump a expulsé certains de ses demandeurs d'asile. Il n'existe même pas encore de décompte du nombre de personnes qui ont probablement été massacrées et assassinées directement à cause des efforts du régime Trump pour passer outre à leur demande d'asile. Mais dans les exemples ci-dessus, le régime Trump n'a même pas présenté d'opposition. Voilà à quel point il est incompétent. Malgré tout le grand discours sur l'ordre et la sécurité, la méthode de gouvernement ici ressemble dangereusement à de l'improvisation, avec des menottes. Du point de vue de quelqu'un qui a été un haut procureur fédéral dans le district ouest de la Pennsylvanie et à Main Justice, c'est du jamais vu. Le ministère de la Justice n'a même pas d'argument, et de voir cela se produire à cette échelle est stupéfiant. Il ne s'agit pas d'un ou deux dossiers qui à eux seuls seraient déjà une tâche complète sur n'importe quel DOJ digne de ce nom. Même un ou deux dossiers comme cela provoqueraient déjà une remise en question tout en haut de la chaîne de commandement. Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment quelqu'un a-t-il pu être détenu pendant des mois sans qu'il existe le moindre argument pour le justifier et qui devrait être congédié pour ça ? Mais ici, cela se produit des milliers et des milliers de fois. Un système qui se présente comme un modèle de contrôle absolu ne devrait pas se présenter si souvent devant les tribunaux en ayant l'air d'avoir perdu à la fois le dossier et le texte. Le contexte général est important. Une branche du gouvernement agit, et lorsque vient le moment de défendre cette action devant un tribunal, les avocats du même gouvernement n'ont rien à dire. Cela devrait être un signal d'alarme majeur montrant que ce que fait l'agence cliente, en l'occurrence l'ICE, est profondément défectueux, erroné et appelle une intervention politique. Comment est-il possible qu'un agent du gouvernement agisse, puis que le DOJ se présente devant le tribunal dans un silence complet ? Quand les slogans sont plus bruyants que la preuve, le tribunal a une drôle de façon de transformer le spectacle en silence complet. Plus largement, toutes ces personnes, les 7000 qui ont obtenu gain de cause, disent qu'en attendant d'être réellement expulsées, elles devraient être libres comme n'importe quelle autre personne, y compris un accusé au criminel. Mais l'IC insiste pour dire qu'il s'agit d'un processus totalement différent. Et l'ICE, pour de nombreuses raisons qu'on a vues encore et encore, veut pouvoir cueillir les gens, les jeter dans des centres de détention, puis ne plus s'en soucier. C'est une indignation absolument incroyable que des gens aient été gardés là jusqu'à 1 an. Le cas de l'homme afghan est particulièrement brutal. Ce sont des gens qui ont combattu pour les États-Unis en Afghanistan et qui sont venus ici, et ils seraient exposés à un risque immédiat de mort s'ils étaient forcés d'y retourner maintenant. Pourtant, l'IC agit de façon indiscriminée, et c'est encore la manière la plus charitable de le dire. L'agence veut rafler n'importe qui et le placer dans ses camps. Les appeler des camps de concentration n'est pas une exagération. À certains égards, c'est même pire, non seulement à cause de la surpopulation, mais parce qu'il y a eu des rapports faisant état de conditions atroces, inhumaines, avec des gens forcés de dormir près de toilettes brisées qui débordent, et de subir cela pendant des mois. L'image de marque est peu, être la fermeté. Mais les dossiers révèlent sans cesse quelque chose de beaucoup plus petit, la panique, la précipitation, et une politique conçue d'abord pour les manchettes. Ce que cela reflète vraiment, c'est l'intransigeance de l'IC et d'un ministère qui a présenté cet argument encore et encore et encore et l'a perdu chaque fois, sauf dans le Fifth Circuit. L'argument est le suivant. Il pourrait automatiquement, sans aucun argument ni aucune procédure, prendre quelqu'un par la filière de l'immigration, le mettre dans un centre de détention et faire disparaître cette personne comme une non-personne. Le Fifth Circuit, par l'entremise d'un juge très conservateur, a dit qu'il pouvait le faire, en soutenant que tout le monde visé, même quelqu'un comme cette femme qui vivait ici depuis 26 ans, devait être traité comme un demandeur d'admission. Mais cette catégorie est censée viser des personnes qui viennent tout juste de se présenter à la frontière. Il existe, en droit, des façons de traiter ces cas de manière plus sommaire, mais cela ne s'applique pas à des personnes déjà installées ici. Et cela ne s'applique certainement pas à des personnes qui, à tous égards, sauf sur un point technique,
font partie de communautés américaines et, dans tous les sens utiles, font partie de ce pays. Ainsi, l'IC ignore essentiellement la loi, encore et encore, prend des gens, les enferme, et si ces personnes n'ont pas d'avocat, elles peuvent passer 1 mois, 2 mois ou 1 an dans des conditions horribles. Le gouvernement continue de défendre la même thèse selon laquelle aucune procédure n'est requise, alors que tribunal après tribunal l'a rejetée. Et cela soulève la question évidente. Si 7000 personnes ont pu obtenir réparation, qu'en est-il des milliers d'autres qui n'ont pas d'avocat, qui ont simplement été ramassés dans la rue et jetés dans ces centres de détention, sans avoir les moyens de déposer des requêtes en habeas corpus? Il s'agit d'un véritable scandale. La création d'une seconde classe entière de personnes qui, dans les faits, n'ont aucun droit à cause de l'obsession de l'IC pour l'entreposage humain, afin qu'elles ne puissent pas causer de problèmes plus tard. Voilà ce qui arrive quand le spectacle est traité comme une forme de gouvernement et que des êtres humains sont réduits à des accessoires dans une promo sécuritaire sans fin. L'interdépendance entre cela, le manque de ressources au DOG et la cruauté malveillante en jeu constituent vraiment une recette pour le désastre. Le DOJ est censé être, au moins en théorie, l'un des bons acteurs de l'État et l'institution qui fournit le bon type de données et d'assises juridiques. Mais ici, il fonctionne comme un cartel criminel. L'ampleur complète des horreurs en cours demeure inconnue. Le Midas Touch Network, ProPublica, The Guardian et bien d'autres ont fait un excellent travail de reportage sur ce que le DOJ a fait. Même ainsi, il ne s'agit probablement que de la pointe de l'iceberg. Quand toute la réalité de ce qui s'est passé dans les coulisses finira par sortir, ce ne sera pas seulement horrifiant. Il faudra très longtemps, sur le plan moral et éthique, pour mesurer pleinement ce que ce pays a fait. L'image vendue aux caméras est celle du commandement et de la discipline. Ce que le dossier décrit ici ressemble bien davantage à de la cruauté tenue ensemble par des communiqués. Et cela mène au point plus profond qui doit rester au centre de tout. Combien de personnes ont été envoyées à la mort à cause de ce que ce régime a fait, sans même que le public en soit conscient? Est-ce des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers? Et quand on ajoute la destruction causée par les coupures dans l'aide américaine, quand des gens sont laissés à eux-mêmes au point de contracter des maladies comme le VIH qui auraient autrement pu être évitées, quand des gens sont laissés mourir de faim, l'ampleur du désastre n'a même pas encore commencé à être pleinement comprise. Cette question doit rester plantée là parce qu'il faut y revenir encore et encore. Le ton fanfaron du discours politique devient soudain beaucoup plus discret dès qu'il s'approche du bilan humain qu'il ne veut surtout pas mesurer. Il y a aussi 2 autres points qu'il faut fixer clairement. Le premier, c'est qu'il n'y a encore eu presque aucune véritable exposition, à part les rares personnes qui ont réussi à sortir et à raconter des histoires d'horreur, de ce à quoi ressemblent réellement ces centres de détention et de ce qui s'y passe. Cela reste une partie inexplorée de tout ce scandale. Il demeure largement soustrait au regard du public. L'opacité, après tout, est souvent le dernier refuge d'une politique qui ne pourrait pas survivre à une lumière soutenue. Le second, c'est qu'il est bien documenté que cette administration a complètement fait tomber les barrières normales entre le DOG et la Maison-Blanche. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a maintenant ces poursuites de représailles flagrantes, et c'est une autre raison pour laquelle cela se produit ici. L'agence qui est censée défendre la Constitution et le droit, et qui normalement parlerait avec une autorité particulière à l'ICE en disant « Vous ne pouvez pas faire ça. Les tribunaux vont nous humilier parce que voici ce que dit la loi », se fait plutôt court-circuiter. Cette position est écrasée parce qu'à la Maison-Blanche, le président et Stephen et Tess Christie Noem disent en substance « Screw it. Get every immigrant and do everything you want. That's my political imperative. » Alors la loi se fait balayère. Dès que le message politique devient « faites-le quand même », la légalité est traitée comme un simple inconvénient qu'on peut évacuer au pupitre. C'est une démonstration très concrète de ce qui peut autrement sembler abstrait dans les discussions sur le lien entre la Maison-Blanche et le DOJ. Cela transforme le DOJ non seulement en institution hors la loi, mais en agent d'une politique qui est, à bien des égards, cruelle, vindicative et, sur le plan humain le plus élémentaire, atroce. Cela transforme les avocats qui sont censés défendre la Constitution en agents de violation flagrante des principes juridiques les plus fondamentaux. Et c'est ainsi qu'un ministère censé défendre l'ordre constitutionnel se retrouve recyclé en éclairage d'appoint pour un spectacle de force en mode campagne. Harry Litman anime la chaîne YouTube Talking Feds, le Substack Talking Feds et le balado Talking Feds.